Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Mélanie Morel, chargée de programme environnement et changement climatique à UPA Développement International. UPA DI existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Notre rôle, ou en fait ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des organisations de productrices et de producteurs agricoles dans près de 15 pays. Euh, Habituellement, ces agriculteurs sont regroupés au sein d'organisations de producteurs agricoles. On a près de 60 partenaires, donc organisations de producteurs comme ça, qu'on accompagne depuis plus de 30 ans. On œuvre en Haïti aussi avec l'UCOCAB, que Micheline et Donald vont vous présenter tout à l'heure depuis plus de 20 ans. On accompagne ces organisations-là à se structurer, à développer des services économiques collectifs, mais aussi à mettre en place des systèmes agroalimentaires qui sont productifs, qui sont résilients au changement climatique. Parce que vous allez le voir, ils vont vous en parler, les impacts des changements climatiques sont vraiment là et ils les subissent beaucoup plus que nous ici au Québec. Donc, je suis bien heureuse d'être ici avec eux ce soir parce que c'est quand même tout un exploit d'avoir fait ce voyage jusqu'au Québec pour partager avec vous. Donc, même, c'est rempli d'émotions pour moi vraiment de les savoir ici, en sécurité, mais aussi de penser que Micheline doit retourner demain. Ça, quand même, ça me préoccupe. Donc, UPADI est là depuis longtemps, accompagne les partenaires. Puis, ce qu'on voulait avec la présentation, hein, c'est semer de l'espoir parce que malgré tout ce qu'on voit en Haïti, la situation sécuritaire, les difficultés, il y a tellement de gens qui continuent à produire pour nourrir le peuple. Puis, c'est ce qu'on voulait vous montrer ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci, Mélanie. Alors, moi, je suis Jean-Christophe de Noula. Nous, on travaille avec, au fond, le lien entre nous, c'est eux, les organisations de producteurs, avec qui on travaille aussi depuis une vingtaine d'années maintenant. Et notre boulot à nous, c'est d'importer leur production en leur payant un prix qui leur permet de continuer à développer leur économie et leur agriculture nationale et de le commercialiser ici et de tisser des liens avec d'autres organisations pour pouvoir amener des ressources techniques et financières que nous, en tant que petite organisation ici, on n'a pas. Donc, ce que je voudrais commencer par faire, d'abord, comme pour, au fond, les introduire et que vous voyez le lien avec eux, c'est rendre hommage à deux personnes très importantes qui sont leurs grands-parents au niveau de leur boulot, au niveau de l'agronomie en Haïti maintenant. David Nicolas, que vous voyez à droite, c'était, malheureusement, les deux sont décédés beaucoup trop tôt, mais sans ces deux-là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Il n'y aurait pas de café haïtien ici. David Nicolas, lui, c'était un agronome de terrain. Il a donné sa vie. Pendant 30 ans, il était au café et dans le café avec les producteurs, avec les paysans. Et il a conçu la plateforme nationale des producteurs de café. Il a comme réussi à mobiliser toutes ces organisations éparpillées en Haïti et à leur donner un objectif commun, à les faire travailler ensemble. Christophe Niquez, lui, il a fait le travail d'amener ce que les producteurs faisaient ici vers l'Amérique, pendant que nous, on le faisait aussi, on s'est rencontrés là-bas, et depuis 2007, on a travaillé main dans la main. Il est mort malheureusement beaucoup trop tôt, il y a 2 ans, ça a été une perte énorme, mais ces deux-là ont vraiment bâti les fondations de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a eu une génération entre eux et eux, qui étaient Walter, Isanor, moi dans une certaine mesure, qui ont suivi, c'est Jean-Marc aussi dans cette génération-là. Et maintenant, c'est eux. Maintenant, c'est eux et ils ont littéralement le futur d'Haïti dans leurs mains.
parce que c'est le futur de l'agriculture, de l'agronomie, de l'agroforesterie en Haïti. C'est dans la main de cette génération, de ces personnes-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils sont ici, c'est pour ça qu'on voulait vous les présenter, c'est que vous réalisiez à quel point ils sont importants, ils sont vulnérables, ils sont fragiles, ils travaillent de façon incroyable dans des conditions inimaginables pour nous. Et, et il faut qu'on trouve des façons intelligentes de mieux les soutenir, de mieux les accompagner dans ce qu'ils font, parce que les contraintes, les obstacles et les difficultés ne font qu'augmenter. Alors, ça nous demande à nous d'améliorer notre façon de collaborer entre nous pour pouvoir être à la hauteur des défis auxquels ils font face. Alors, moi, c'est sur ça que je veux nous enligner. C'est un début, ce qu'on fait, c'est le fait que UPA, nous, à CANU, c'est comme plusieurs organisations sont déjà ici présentes et qu'on a nos partenaires internationaux aux États-Unis, en Haïti, qui continuent le travail avec lesquels on travaille, on fait ce travail de réseautage au niveau de la relance et de l'appui à l'agriculture, au niveau de la commercialisation, pour que ce qu'ils produisent ait un marché et qu'ils soient payés pour un juste prix. Micheline Mesadieu, mère d'une fillette de 5 ans, Kemisha Lynn Victoria Caceres. Il n'y a pas de micro? Agronome et formatrice professionnelle pour UCOCAB. Réside à Baptiste, Plateau Central, Haïti. Collaboratrice avec UPA depuis plus de 7 années. Elle a jeté les savoirs des gens de la terre. Deuxième fois au Québec, j'étais venue en 2019 pour un stage en leadership féminin. Cultivatrice de café, cacao, de système agroforesterie. Alors, je suis Donazal Donald, et père de 2 enfants, Donalier Dovensky, Noël Donazal, agronome pour l'ICOCAB, responsable de production, collabore avec IPADI depuis environ 6 ans, étudiant à la maîtrise sur la sécurité alimentaire à l'Université Laval grâce à une bourse d'exemption des frais de scolarité du MRIF. Je cultive selon l'agroforesterie, café, cacao, banane, etc. Localisation de la région de Baptiste. La région de Baptiste est localisée dans le plateau central Haïti, limitrophe à la République dominicaine. C'est une zone d'altitude entre 900 et plus de 1400 mètres. Ce plateau est vallonné à une superficie d'environ 230 000 hectares. Présentation de l'UCOCAB. L'UCOCAB est l'Union des coopératives caféières de Baptiste. Est une organisation à but non lucratif créée en mars 2026 afin de regrouper les producteurs de café de la région de Plateau Central. Elle regroupe 8 coopératives de base de la région de Baptiste et de la Savannette situées à différentes altitudes. L'UCOCAB compte 1189 membres. Ces membres possèdent 1786 hectares. Elle regroupe 20% des producteurs de la zone. Les membres se répartissent ainsi. 829 membres de sexe masculin, soit 69%, et 360 membres de sexe féminin, soit 31%. Le siège de l'UCOCAB se trouve dans le département du Centre, commune de Baptiste. Le conseil d'administration de l'UCOCAB est composé de 5 personnes, dont 2 femmes. Situation sécuritaire en Haïti. La situation en matière de sécurité reste extrêmement instable en Haïti. La violence des gangs armés est très élevée et la majeure partie du territoire est occupée par des gangs armés, notamment le département du Centre et la Tibonite. Actuellement,
il y a un affrontement entre les gangs et la population pour contrôler le plateau central. Le plateau central est un point chaud où les Dominicains et les Haïtiens font des échanges commerciaux. Il y a beaucoup d'activités là-bas, dont les bandits veulent ajouter cette région à leur liste afin de contrôler la frontière des Belladères. Cela occasionne une rareté de carburant, des produits alimentaires de base et une inflation grandissante. Un long voyage. Pour arriver ici, au Canada, ce n'était pas du tout facile. J'avais eu un visa de visiteur canadien, mais je ne peux pas voyager dans mon pays à cause de l'instabilité de mon pays, que connaît Haïti aujourd'hui. J'ai dû rentrer dans la frontière de la République dominicaine en passant par l'immigration légalement. Il m'a fallu une journée pour arriver à Santo Domingo et après 2 jours, je partis pour Punta Cana. Il m'a fallu une autre journée. Et pour retourner à Baptiste, retrouver ma famille, je suivrai le même processus. Situation des femmes. Les femmes sont des piliers de la maison, s'occupent de la maison et de l'éducation de leurs enfants. Elles rencontrent des difficultés à obtenir un poste et des obstacles à leur participation à la vie politique. Elles manquent de financement, de formation, d'autonomie et d'accompagnement technique. Les femmes cultivent les jardins de la cour, près de la maison, et elles sont rarement propriétaires de la terre. Les femmes ont peur de prendre des risques et ne croient pas en elles-mêmes. Situation des jeunes en Haïti. La situation des jeunes est très compliquée. Ils n'ont pas accès à une éducation de qualité, chômage très élevé après plusieurs années d'études, manque d'opportunités économiques pour les jeunes, exode rural forcé dans les pays voisins, notamment la République dominicaine, insécurité et stabilité politique, violence armée. Ils sont obligés de laisser leur pays d'origine. Accès limité à la formation, accès limité à la nouvelle technologie, à l'Internet. Je vais présenter le projet agroforesterie qu'on appelle Carbonate Haïti. Donc, par rapport à l'objectif général du projet, c'est améliorer les sources de revenus des agricultrices et des agriculteurs membres de l'ICOCAB à travers la diversification de la production agroforestière et de la captation du carbone. Donc, c'est la mise en place des systèmes agroforesterie pour la séquestration du carbone. On a pris la décision par rapport au changement climatique. Donc, je dis, ce qui fait parler de lui dans la planète, c'est bien le changement climatique. Donc, c'est un projet de recherche, action en agroécologie, en partenariat avec l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, qui est dans la région nord. Donc, Alain B, bien entendu. Et puisqu'on n'a pas vraiment de moyens de contacter l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince, juste pour réaliser ce projet, on fait du contact avec l'Université chrétienne du Nord d'Haïti pour avancer avec ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver vraiment dans ce projet-là? Diversification du système agroforesterie avec intégration du cacao. Intégration du cacao. Pourquoi l'intégration du cacao? On constate dans la région, il y a vraiment une disparition de certaines espèces. Quelles sont les espèces immortelles et d'autres espèces? Alors qu'en majeure partie, la région Baptiste, on a l'habitude de cultiver une variété de café qu'on appelle Typica. Mais par rapport au changement climatique, on constate qu'une disparition de la variété Typica. Parce qu'on a un champignon qu'on appelle houille orangée, ça affecte la surface supérieure de la feuille, et on sait bien que le café n'a pas la capacité de faire la photosynthèse avec le tronc. Donc, ça cause le café vraiment vulnérable. Et surtout, ce sont des systèmes agroforesterie et de longue date. On n'a pas vraiment une pratique de régénération dans les caféiers. Donc, ça cause que ces caféiers-là sont vraiment vulnérables et à partir du changement climatique, on constate que la houille orangée, puisque l'augmentation de la température, la houille orangée devient plus virulente,
par rapport à d'autres cultures, d'autres variétés. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a dans certaines régions, on constate la disparition de la variété des typicales. Donc, pour permettre aux gens dans les zones-là avoir vraiment une alternative, on va faire ce qu'on appelle l'intégration de la culture du cacao, parce que cette zone-là doit réserver seulement pour faire de l'agroforesterie. La région des Baptistes considère comme le château d'eau de l'arrondissement de Las Caobas, parce qu'à partir de là, on peut trouver la Tibonite, la rivière des Ronvettes, la rivière des Fers à Cheval à Savanette, la rivière de la Gouasse à Belader. Donc, cette zone-là, située à la hauteur, c'est un plateau. Donc, cette zone-là doit réserver seulement pour faire de l'agroforesterie. Et par rapport avec il y a vraiment un relief accidenté, on ne peut pas faire d'autres cultures. Donc, c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la façon, il faut vraiment des cultures qui peuvent maintenir le sol pour éviter l'érosion, pour permettre la filtration des eaux dans cette zone-là. Donc, c'est juste pour expliquer pourquoi l'intégration du cacao, parce que le cacao demande une température encore plus haute. Donc, projet production des fertilisants organiques. Puisqu'il s'agit d'un projet d'agroécologie, on va faire ce qu'on appelle le pro et on va vraiment appliquer les principes de l'agroforesterie. Quels sont les principes de l'agroforesterie par rapport avec les strates arborées, on peut dire les essences forestières, bien entendu les géants arbres comme l'immortel, qui sont en disparition maintenant par rapport au changement climatique, les strates arbustives, qui sont les citruses, bien entendu, et les strates herbacées. Bon, par rapport à ça, on voit comment on peut garder vraiment les principes de l'agroforesterie en tenant compte 12 principes de l'agroforesterie. Application des fertilisants non chimiques, bien entendu non chimiques, dans des termes et autres. Les bénéfices de l'agroforesterie. Actuellement, on a vraiment une situation où les oiseaux de la région des Baptistes vont en République dominicaine. Parce que chez nous, oui, ils sont migrés vers la République dominicaine. Oui, parce que chez les Dominicains, il y a un système agroforesterie à base d'avocatiers. Souvent, les Dominicains ont exporté des avocatiers vers les États-Unis, mais à base d'avocatiers, puisqu'il n'y a plus d'arbres dans la région, les oiseaux vont en République dominicaine. Donc, le retour de ces oiseaux-là, c'est les bénéfices de l'agroforesterie, le reboisement, en tenant compte de cette zone-là, en tenant compte les bénéfices de cette zone-là. Parce que lorsqu'on cultive le café, non seulement il y a un aspect écologie, un aspect environnemental, parce que ça vraiment permet la filtration des eaux, un aspect économique, ça sert vraiment d'économie des revenus pour les agriculteurs, un aspect social par rapport avec parce que lorsqu'on cultive le café, on met ça sur les galtas, je ne sais pas est-ce que vous avez bien dit, et galtas, on sait ça en dessus, bien entendu, des maisons, juste au moment, mai, d'autres, juste pour vendre ça, et c'est avec ça qu'on perd les scolarités, qu'on perd vraiment les frais de prescription lorsqu'on va vraiment à l'hôpital. Et un aspect, parce que le café, c'est un patrimoine, c'est vraiment un patrimoine. Et un aspect spirituel, culturel, spirituel, lorsqu'on parle de spirituel, parce que le vaudou, on ne peut pas faire une cérémonie vaudou sans jeter quelques gouttes de café. Il faut donner du café aux lois. Ouais, on a un film comme ça, ici. Ouais, c'est André Vanas qui a réalisé ça chez un prêtre vaudou. Oui, on a ça ici. Peut-être si on a le temps vraiment, que Jean-Christophe peut nous montrer comment les prêtres vaudous utilisent le café. Et avec du café, lorsqu'une personne morte, il dit clairin, il faut mettre le café parce qu'on n'a pas des entreprises mortières là-bas. Il faut prendre des cafés juste pour lâcher les membres des morts pour permettre vraiment ça aller. Ouais,
culturel dans le camp des protestants, bien que ce soit de l'église, après un service, on a loué Dieu, mais pour montrer la fraternité entre nous, il faut vraiment une tasse de café entre nous. C'est juste pour montrer l'aspect spirituel du café et d'autres aspects pour le café. Et contrôle de l'érosion, comme cela vient dit, régulation de l'eau, parce qu'on constate la disparition de plusieurs sources et la diminution surtout Ronvet qui considère comme l'hydroélectrique dans la région. Donc, on constate une diminution totale du début de la rivière de Ronvet. Diversification du système agroforestier. Bon, production des plantules, bien entendu, à partir de là, 9 pépinières installées sur les sites des différentes coopératives de base membres de l'ICOCAB. Laisse-moi ajouter pour vous, qui est ICOCAB? ICOCAB, c'est une fédération de 8 coopératives de base. 8 coopératives de base. Quelles sont ces 8 coopératives de base? CAB, NCOCABA, éparpillées dans différentes régions, dans différentes localités dans la région. CAB, ICOCAB, NCOCABA et autres. Donc, l'ICOCAB compte environ 48 délégués. Chaque coopérative de base envoie 6 délégués pour faire ce qu'on appelle l'Assemblée générale de l'ICOCAB. Et dans l'Assemblée générale, on va élire, sans doute, un comité d'administration et un comité de surveillance. Ouais. 9 pépinières sont installées, 8 pépinières de café et une pépinière de cacao. Parce qu'on va introduire le cacao dans les basses altitudes. Bon, et cacao, arbre fruitier et essence forestière. Quelles sont ces espèces? Mais avant d'aller plus loin, il faut vous dire aussi que la typologie du programme agroforestier, parce qu'on constate vraiment, on a différentes altitudes dans la région. On fait une typologie, moins que 900, on va introduire, parce qu'on constate, ce sont dans les basses altitudes, on a vraiment, on constate la disparition par rapport au changement climatique, la disparition du café. On va mettre la culture du cacao dans les basses altitudes. Et entre 900 et 1200 mètres, on va faire un système mixte. Comme à Dondon, on peut trouver des systèmes mixtes, café, cacao comme base. Café, cacao comme base. Et encore plus haut, on va faire ce qu'on appelle le système avec café pur. Parce que non seulement le café est considéré comme vraiment un patrimoine, donc les gens sont déjà habitués avec le café. On ne peut pas faire ce qu'on appelle acclimatation ou d'autres. On ne peut pas retirer le café, bien entendu. On ne peut pas retirer. Il faut garder comme on peut garder la culture du café. C'est la raison pour laquelle on va diversifier les espèces telles que le café, Catimor, Mondo Nouveau, Boudon, Catimor T5175, Villa Sachi, Geisha. Pourquoi pas Typica? On constate dans la région que ces variétés résistent ou bien tolèrent bien entendu encore la houille orangée. La houille orangée, il attaque la surface supérieure de la feuille, mais par rapport à ça, on constate dans ces variétés-là une sorte de résistance. Donc, on regarde comment on va multiplier la variété qui résiste à la houille orangée. Avocatier, avocatier, immortel, cachima, chadette et orange douce, ou bien qu'on appelle citron, orange douce orange amère et corosol. Mais on a une quantité pour cette année. Mais depuis 6 ans, on cultive vraiment avec un rythme. On fait de la pépinière dans les différentes coopératives de base. Bon, production des plantules. Là, c'est des productions des plantules et caféières. Là-bas, et production des plantules cacao.
Distribution des plantules, on peut remarquer là la distribution des plantules. Souvent à Beauvoiture, à Mulet et d'autres têtes. Donc, c'est bien la distribution des plantules produits dans les pépinières. Et recherche-action. Là, recherche-action, distribution des plantules, tu peux avancer. Retourner, ok. Recherche-action. Puisqu'on va introduire la culture du cacao et on n'a pas l'habitude de cultiver ça dans la région, il faut des activités scientifiques. C'est ce qu'on appelle l'activité scientifique. Il faut vraiment une analyse du sol. C'est là, en partenariat, c'est bien là l'intervention de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti pour faire ce qu'on appelle l'analyse du sol. Bon, on est sur le terrain là. Le président du COCAB et autres personnes, des techniciens, juste pour prélever des échantillons, pour analyser ça au laboratoire et garder aussi les macrophages, je crois, oui, macrophones, bien entendu, merci, macrophones qui sont dans le sol. Donc, et à partir de là, le résultat est en cours, on attend le résultat, mais il faut noter, c'est vraiment, bon, j'ai dit toujours, je fais partie d'une génération qui contribue à une activité qu'on a fait depuis 40 ans dans la région. On a réalisé une analyse du sol depuis 1986. Mais avec ce projet-là, on arrive à faire ce qu'on appelle l'analyse du sol, juste pour garder les éléments présents dans le sol. Et plantation, on a défini des outils pour enregistrer ces membres-là. Parce qu'il s'agit de la séquestration du carbone. Donc, à partir de ça, on a des matériels comme formulaire, c'est un outil, et GPS, juste pour géolocaliser ces parcelles-là, vérification des titres de propriétaires. Pourquoi vérification des titres de propriétaires? Parce que Baptiste considère autrefois comme une colonie agricole. Tous les gens dans cette zone-là n'ont pas un titre de propriété. Donc, ils ont c'est ce qu'on appelle acte sous seing privé, je crois. C'est ça, Jean-Marc? Acte sous seing privé. Oui, acte sous seing privé. Donc, et pour mettre le système agroforestier, vraiment, il faut avoir un certificat et le bénéficiaire doit accompagner des témoins pour rédiger un certificat. Après, on va intervenir dans sa parcelle. Vérification de l'éligibilité de la parcelle avec le formulaire du participant complété, géolocalisation de la parcelle, mesure de la superficie et prise des photos. Parce que là, on va photo avant et après. Après, on prend des photos, avant, on prend des photos et après, juste pour vérifier l'effet, de garder vraiment l'évolution des parcelles parce qu'il s'agit vraiment d'un système agroforestier. Tu veux ajouter quelque chose, Mélanie? Juste expliquer, on parle de terre dégradée où il n'y a rien. Ça va, ok, merci. Merci. Merci, oui, merci. Donc, là, on parle des terres dégradées, des terres qu'on a 10 ans abandonnés, sans système agroforesterie. Donc, on va mettre un système agroforesterie à partir des différences des stacks que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on va faire ça devenir vraiment une parcelle qu'on a beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers et qui représentait vraiment une activité non seulement agricole, mais pour la sécurité alimentaire, parce que c'est diversifié. Dans cette parcelle-là, on peut trouver liam, banane, malanga, masoko et autres, juste pour l'autoconsommation de l'exploitation. L'autoconsommation, donc c'est bien ça. Et on a un plan pour le système agroforestier avec des différentes variétés, la banane et autres. Mais avec café, on a un plan, ça c'est le plan d'une parcelle à base du café. Là, on peut trouver d'autres cultures, mais dans un hectare,
on met 4000 pieds café environ. 4000 pieds. Juste pour permettre, et au fur et à mesure, on va faire de la régénération des activités, juste pour regarder comment faire mondage et autres, mise à distance et autres. Maintenant là, on est sur le terrain, dans la parcelle. Et on transporte des plantules dans les localités éloignées avec du moto ici. Et ici, on fait de la plantation des essences forestières. Et maintenant, là, ce sont des techniciens, on fait la touaison et ainsi de suite. Plantation automne. Puisque ce projet, on a 10 ans à exécuter ce projet. Et automne 2020, on a déjà emblavé 10 hectares. Automne 2021, 20 hectares. Et actuellement, on va faire 30 hectares. 30 hectares, mais avec 30 hectares, c'est une plantation à base 10. Les premiers 30 hectares, c'est à base du café, mais le 30 hectares qu'on est en train d'exécuter avec l'accompagnement des forêts, je crois, forêts, et on va introduire la culture du cacao comme base dans les basses altitudes qu'on ne peut produire plus du café. Formation. En termes de formation, appuyés par les formatrices professionnelles, les membres du COCAB bénéficient de formations variées, comme par exemple visite d'échange chez les partenaires haïtiens. Comme l'année dernière, il y a 2 ans, l'équipe technique UCOCAB était à Fécano et à Itika. Avant l'implantation de la culture cacaoyère dans la zone des bâtisses, puisque c'est pour la première fois qu'on va implanter la culture cacaoyère, il va falloir des connaissances, des expertises, des fiches techniques. Pour cela, on avait déplacé pour aller visiter les partenaires, Itika et Fécano, l'un dans le nord et l'autre dans le sud. Agroécologie, on a des formations sur les bonnes pratiques et les techniques agroécologie, à savoir les rotations, les associations des cultures. Agroforesterie, c'est le projet forêt, l'association des arbres, des arbustes à base de café et de cacao dans les différentes parcelles dans la région des bâtisses. Production cacaoyère, pour l'instant, il y a une pépinière dans la zone de Roche-Plate, à environ 20 000 plantules de cacao. Production de biofertilisants. Ici, dans la ferme agricole des bâtisses, on avait fait des formations. La fabrication de compost, bokashi, fertilisants liquides. Puisque dans le système agroforesterie qu'on va mettre en place, on ne peut pas utiliser des produits chimiques. On va directement utiliser les composts, les bokashi, les fertilisants. On avait fabriqué des biopesticides à base de Nîmes, savon, l'huile, pépins et zeste d'orange. Projet Combite séchoir café. Concept du projet de construction de séchoirs à café. Pour 3 coopératives du réseau ICOCAB, à savoir COPDEL, CAB et COPDAM. Procédé innovant de première transformation du café, implanté en 2022 par une coopérative de productrices et producteurs de la région de Tiote, permet d'augmenter la qualité de la production, de réduire presque totalement la consommation d'eau utilisée pour le dépulpage. Implantation de ces 3 centres de dépulpage de la région des bâtisses. Impact important économique et environnemental sur la vie d'environ 500 familles de petits producteurs et productrices dans 3 coopératives caféières de bâtisses. La vulgarisation de ce système dans l'ensemble de nos réseaux d'organisations paysannes caféières pourra bénéficier 5000 familles de producteurs et de productrices vulnérables. Entretien et cueillette du café. À gauche, on fait l'entretien dans le jardin caféier avec le serpette de façon manuelle. Et à droite,
c'est la cueillette. On voit surtout l'implication des femmes et des jeunes dans cette étape. Projet combien de choix? Mais, ouais. OK. En collaboration avec UCOCAB, Doula et AFDB, Micheline Mesadieu a mené une formation dans le cadre du programme MRIF pour le menuisier et pour les dirigeants de l'UCOCAB. La construction du séchoir de modèle tunnel colombien bambou dans la coopérative Copdam et le séchoir de modèle lit africain pour la coopérative Copdel. Le séchoir multiniveau pour la coopérative de CAB. C'est en cours maintenant. Je vais présenter EcoCab dans un triangle. Qu'est-ce qu'on va présenter? Dans notre langue vernaculaire, on peut dire 3 roches diffées. Est-ce qu'on sait ça? 3 roches diffées. 3 roches, on met chaudière et puis on met de d'abmod. 3 roches diffées, mais juste pour faciliter la compréhension dans un triangle, EcoCab dans un triangle, on a des partenaires techniques et financiers. Et je profite de l'occasion de saluer le doyen de l'EcoCab qui est Jacques-Christophe, sans doute. Il cherche toujours, non, c'est le doyen de l'EcoCab, donc il cherche toujours pour l'EcoCab. C'est vraiment un homme infatigable, représentant de nous là, accompagné de son staff. Bon. Mais pour réaliser ça, pour ce genre de projet, on a beaucoup de partenaires, tels que Aquanu, qui finance vraiment les pépinières cacao. Je crois les pépinières cacao et café, c'est ça, Mélanie? Ouais, Aquanu, qui est représenté par son Clément, et d'autres partenaires, tels que nous là, UPADI, PNCPH, tout ça. Donc, ça, c'est le premier segment. Les partenaires techniques et financiers, tels que IPADI, partenaire technique et financier, Aquani, nous là, partenaire technique et financier, je ne sais pas s'il y a d'autres qualifications pour nous là, mais quand même, c'est ça. Et les membres des coopératives de base, dans l'autre segment, les membres des coopératives de base, parce que ce sont eux. Parce qu'à l'EcoCab, on ne commercialise pas le café, on collecte du café. Parce que la logique de la coopérative, on collecte. On fait la collecte du café et là, les membres vont déposer leur café dans le centre de traitement et après, on se réunit en assemblée juste pour donner les détails de la vente. Et les coopératives de base, les coopératives de base, membres de l'EcoCab, membres des coopératives de base, membres de l'EcoCab, parce que l'EcoCab considère comme une fédération des coopératives de base. Bon, on va parler on va regarder leurs partenaires, parce que, comme c'est choix, puisqu'on a remarqué, il y a vraiment de l'insécurité à Port-au-Prince, nous là, sommes en train de réfléchir, de regarder comment on peut sécher les cafés dans la région même. Parce qu'actuellement, par rapport avec les Marozo, d'autres grands, bon, malheureusement, de les dire, passons à autre chose, parce qu'on est là. Et on a l'habitude de sécher les cafés à quoi des bouquets. Mais dans la réflexion, EcoCab et nous là en train de réfléchir comment on peut sécher les cafés à bâtisse. Donc, l'objectif du séchoir, ce sont des séchoirs artificiels qu'on met dans les infrastructures de base et des serres, bien entendu, juste pour sécher les cafés. Et des séchoirs qui est en construction. Par rapport à ça, on a différencié plusieurs types. On a séchoir modèle de lit africain. C'est toujours, on fait de l'expérience. On garde ce qui marche vraiment juste pour garder un standard. Mais ces séchoirs, certains d'entre eux vont construire avec les matériaux dans la région, tels que bambou. On utilise les matériaux venant dans les parcelles caféières des membres, bambou et autres. Et séchoir à Copdel, on a déjà fait un séchoir et à Copdel, Cab et autres. Et projet Combit Séchoir, prochaine étape pour Combit Séchoir, on va construire un autre modèle à Copdel. Comme j'ai bien dit tout à l'heure, on a 8
coopérative de base, mais on a 9 centres de traitement. Donc, on est en train de réfléchir, d'expérimenter avec nous là et d'autres partenaires si possible, de regarder comment on va construire, de mettre de l'infrastructure. Actuellement, il y a vraiment une doute pour la campagne 2025-2026. Parce qu'il y a une brèche, un trajet qu'on peut traverser pour aller à Mibalais, mais maintenant, c'est occupé par les gammes. Peut-être, bon, on attend jusqu'à présent l'amélioration, mais quand bien même, on est en train de travailler, comme on l'a si bien dit, l'espoir dans la violence. Donc, quand même, on est en train de travailler, de regarder comment on peut vraiment résoudre ce problème. Combi de séchoir café, prochaine étape, fin avril 2025, former la formatrice. Micheline Mesadieu sera formée par l'agronome des Coquilles Chantées afin qu'elle puisse à son tour former et encadrer les responsables des 9 centres de dépulpage du COCAB. En ce qui concerne la qualité de la première étape, de transformation et de réception des cerises, dépulpage, fermentation, séchage et entreposage du café. Mai 2025, compléter la construction du séchoir de courbe d'aile, lit africain. En octobre 2025, début de la prochaine récolte de café. Évaluation de la construction et l'opération des séchoirs dans les 3 coopératives. Merci en pile parce que nous t'attendons. Est-ce que nous avons une question? Merci, merci. Bravo, bravo. Est-ce qu'on a... J'ai Christophe, question? Daniel a une question. Ok. Daniel, Je l'ai fait en français ou en français? comme mais après, il faudra faire la traduction en français. C'est pas un voyage. Quel problème qui fait que nous ne pas sécher le café dans la zone depuis longtemps? Ok. Alors, une traduction. C'est pourquoi est-ce que on ne, avant et maintenant, on ne sèche pas le café dans la zone de la production? Ok, merci. Donc, le problème, on a une question de volume par rapport à l'infrastructure des centres de traitement primaires. Parce qu'avant d'envoyer ou bien d'exporter les cafés ici, alors, je parle, là, on peut constater des problèmes à 2 niveaux. Non seulement on n'a pas d'infrastructure dans les centres de traitement final, parce que lorsqu'on collecte environ 500 marmites par jour, et c'est limité, donc on essaie d'envoyer ça là-bas juste pour faire. Deuxièmement, à un autre niveau, c'est par rapport aux facteurs climatiques. Le temps d'ensoleillement dans cette région-là, c'est vraiment réduit. Donc, non seulement la température, donc il faut vraiment une température, c'est réduit. Un café qu'on met à un niveau de 12, plus que 12 d'humidité, bon, degrés, bon, est-ce que c'est degré? Bon, ouais, quand même, plus que 12, oui, okay, 60% d'humidité. Donc, ça risque que ce café-là devienne acide. Donc, il faut faire ce processus beaucoup plus rapide, pousser ça jusqu'à arriver à 12%. Problème d'infrastructure, souvent, on a trop de café, il faut gérer ça, et au moment de stocker ça à plus de 12 degrés, ça attire vraiment les scolites. Okay. Et température, peut-être un facteur climatique, le temps d'ensoleillement. Mais à quoi des bouquets, puisque c'est encore plus chaud, c'est encore plus rapide. Et à quoi des bouquets et autres régions dans les basses altitudes. Ok. Est-ce que... Ouais, tu veux avoir ça? Est-ce que le séchage ne peut pas être fait par des moyens plus mécaniques ou électriques et ne pas être limité au séchage solaire? On est en train de réfléchir là-dessus parce que nous, là, travaillons avec l'université à Chicoutimi, je crois. Ouais.
Ouais, mais ça pas. Bon, je ne sais pas. Mais quand même, on est en train de réfléchir comment on peut faire ça mécanique. Mais je me demande, est-ce que ça ne va pas déranger la question organoleptique? Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Marc? Ouais. Ok, ça va. Ok, merci. Merci beaucoup, Donald. Étant donné que j'ai fait une expérience Effectivement. de plusieurs années au niveau de la filière café. Et pour la question, je peux compléter un petit peu ce que Donald a dit. Elle a bien cerné la question. Et il y a trois choses qu'on doit dire. La première chose, c'est que le séchage se fait sur des glacis. D'accord? Donc, des glacis cimentés. Donc, ce sont des plateformes en béton qu'on construit à l'air libre pour faire sécher le café directement au soleil. On appelle ça des glacis en Haïti. Donc, maintenant, pour certaines coopératives, parce que le coût des glacis, c'est quand même énorme. Si les coopératives n'avaient pas de support externe en termes de financement de certaines ONG ou de moulins, qu'un partenaire qui achète le café, ce serait très difficile. Donc, la capacité de séchage devient limitée sur les glaces. Mais généralement, c'est la meilleure formule de sécher sur les glaces. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce que Donald a dit, il y a la pluviométrie de la zone. Donc, lorsqu'on est à Baptiste, on est entre 800 et 1400 mètres d'altitude, avec une pluviométrie annuelle qui peut aller jusqu'à 2500, 3000 mètres de pluie l'an. Donc, des fois, au moment de la récolte du café, qui peut démarrer en juillet et qui peut se terminer jusqu'en octobre, c'est une saison pluvieuse. Donc, à ce moment-là, comme il l'a dit, le temps d'ensoleillement est réduit. Donc, il y a très peu de soleil. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas suffisamment de glacis et on a très peu de soleil, le café risque d'être détérioré parce qu'on doit arriver à un séchage de 12% d'humidité et il faut éviter que le café soit moisi. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, pour la troisième chose, je pense que là, ce qu'ils sont en train de faire est beaucoup mieux que les séchoirs mécaniques, qui utilisent du carburant, ou ça peut utiliser aussi d'autres types de combustibles. Mais le carburant, on sait que c'est pas facile à trouver et ça coûte énormément et ça a des impacts négatifs en termes de changement climatique, etc. À ce moment-là, ce qu'ils sont en train de faire avec les types de séchage et sous serre, alors là, c'est mieux. À ce moment-là, même s'il pleut, le café peut rester sous serre, sous des bâches, et avec la chaleur qui est emmagasinée, le café, si on le remue continuellement tout au long de la journée, ça finira par sécher uniformément et très bien séché, parce que l'autre chose par rapport au séchoir mécanique, ça altère la qualité du café en termes de justement d'arômes, etc. Les qualités organoleptiques du café. D'accord? Donc, voilà, ce sont ces trois choses-là que je voulais dire pour compléter ce que Donald a dit. Merci. De rien. Permettez-moi de prendre hommage, de vous dire merci. Il y avait une autre question? Ah bon, j'attends. J'ai une question que je vais demander la parole. Non, il ne veut pas. Ah, bien. Donc, notre ami Jean-Alex, qui est un Turc, d'ailleurs, Permettez-moi de prendre hommage et de vous dire merci d'avoir mentionné Tchot dans le diapo. Ça, c'est nationalisme. Moi, je viens de la région de Tchot, dans Sapit. C'est une autre région de production du café, donc j'ai grandi dans le café enfant. Donc, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les gens qui parlent du café. La question que j'avais, c'est concernant le cacao. Je voudrais savoir c'est quoi l'altitude pour le cacao. Tu disais basse altitude tout à l'heure, mais sans mentionner. Ok, ouais. Alors, basse altitude, c'est moins que 900. Moins que 900 mètres d'altitude. Alors, on constate, on n'a pas vraiment le moyen de mesurer la température, mais dans la littérature, on voit que le cacao démarre une température de 25, plus que 25, bon, jusqu'à 35 degrés Celsius. Okay. Mais par rapport à la sensation des hommes, on peut constater vraiment qu'il y a une augmentation de température. Alors que le café, lui, il démarre une température entre 18
et 22 degrés Celsius. Ok. Donc, par rapport à la culture du cacao, peut-être on peut constater là, il y a des pieds de cacao dans la région. Et en basse altitude, on a des pieds de cacao. Donc, on se sert de ces pieds existants dans la zone juste pour regarder est-ce que ça peut marcher. C'est toujours de l'expérience, mais on voit comment ça marche. Ouais. Mais c'est à part de question, je vais poser une autre question. Ouais. C'est concernant la production même du café. On voit qu'il y a les gens qui contrôlent une partie du plateau central. Maintenant, se déplacer avec la production, ça va être de plus en plus compliqué. Et on encourage les gens à continuer à produire. C'est quoi le plan s'il n'y a aucun moyen que ce café-là sorte de la communauté? Franchement, alors, nous sommes en train de réfléchir parce que puisqu'on on fait un réseautage des coopératives des coopératives café, tellement Coop Cabachot, à travers un réseau qu'on appelle PNCPH, plateforme PNCPH, dirigée par un homme de Tchot, j'ai oublié son nom quand bien même. Et oui, on regarde est-ce qu'on peut écouler le produit si on a encore une brèche, une trajectoire vers le nord. Quand même, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut écouler le café à partir du marché du Cap Haïtien. Oui, sur le port du Cap Haïtien. Mais là, avec la contribution telle que Rico Cano, Gavavayan, je crois qu'il est à Dondon, de regarder est-ce qu'on peut, mais quand même on est en train de réfléchir. Très bonne nouvelle. Ouais, mais quand même on est en train de réfléchir là-dessus. Par rapport, juste pour ajouter pour Jean-Marc, juste pour ajouter, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut utiliser de l'énergie renouvelable telle que panneaux solaires, juste pour alimenter, c'est ça, mais jusqu'à présent il y a vraiment un risque par rapport avec la question organoleptique parce qu'il y a vraiment pour avoir vraiment un café de qualité, de goût, donc il faut ça faire de façon très lente, juste pour vraiment avoir vraiment un bon café comme le Typica. Merci. Rappelez-moi votre nom. Jeanne. Jeanne. Donc Jeanne a la parole. Dans le projet, il y a des arbres, le cacao, le café, puis les nombreux autres arbres que vous avez nommés. Bon, c'est-à-dire l'aspect revenu du café, revenu du chocolat. Quelle est la place des cultures vivrières dans le projet? Est-ce que c'est... J'ai pas vu, bon, les ignames, les choux, tout ce qui pousse. Est-ce que c'est parce qu'il y a suffisamment d'autres espaces autour de Baptiste pour les cultures vivrières avec les jardins, les maisons et tout ça? Ça va. Comment ça s'intègre? Oui. Pour la question des Jeanne, on est en train d'implanter un système agroforesterie à base de café et de cacao. Cela implique les arbres, les arbustes, les arbres fruitiers tels que mangue, café, avocatier, etc. On fait l'association. Maintenant, on va impliquer le cacao dans l'association. On va maintenant, à l'instant même, on met des abris provisoires pour les futures parcelles avec les bananiers. Mais dans les associations, en termes de formation, de connaissances, d'échanges avec les différents partenaires, on ne peut pas introduire les cultures maraîchères dans le système agroforestier. Le système agroforestier se fait souvent à base des autres cultures, en association avec des arbres, mais ce sont très peu avec de la culture maraîchère, de petits jardins de la cour, jardins potagers. C'est très différent. Merci. Juste pour ajouter, dès la mise en place des parcelles agroforesteries, dans les 3 premières années, on met du pois Congo, qu'on appelle le nom scientifique Cadianus cadian, du pois Congo, une légumineuse qui est bénéfique pour le café parce qu'il a la capacité de capter l'azote de l'air pour transformer en azote assimilable pour les plantes. Donc, on fait de la culture, de la mise en place parce que
dès la mise en place, on met les arbres dans une couverture temporaire, et telle que banane et autres. Et pois Congo. Après 2 ans, 3 ans, on ne peut produire plus du café, on ne peut produire plus de ces genres de cultures dans les parcelles. Mais pour les autres. Et par rapport à ta question, majorité des exploitations, c'est le café qui est la matrice. Donc, le café au premier rang. Mais pour les autres cultures, pour l'autoconsommation, et après le café, ce sont les autres cultures. Mais là, il y a un risque encore. Parce que les autres cultures, ce sont les Madassara qui achètent ça pour Port-au-Prince, bien entendu. Avec les Madassara, les détaillants. Mais autrefois. Mais par rapport avec l'occupation des gangs sur les routes, on ne peut pas acheter ça. Ça devient... Par rapport au changement climatique, tel que les citrus, on constate la disparition de cette espèce-là. Les citrus, c'est la raison pour laquelle dans le projet, on est en train de réfléchir comment on peut, puisqu'on constate que l'orange amer résiste encore avec le virus qui attaque l'orange douce, on regarde comment on peut faire du greffe à partir des oranges amers, juste pour maintenir toujours l'orange douce. Donc, à partir de à partir des exploitations, les paysans consomment, parce qu'il y a une tasse importante, les autres cultures telles que banane, niam, qui sont venues des parcelles. Et là, on a beaucoup de risques avec le dumping économique de la République dominicaine. On ne contrôle pas, on n'a pas vraiment de structures qui contrôlent ce qui sort de la République dominicaine. D'ailleurs, les gens qui cultivent la banane en Haïti a un coût de production plus élevé que les paysans qui cultivent de la banane en République dominicaine. Parce que l'État subventionne les paysans de la République dominicaine. En Haïti, s'il y a une subvention, une subvention, je ne connais pas. Peut-être Jean-Marc connaît, mais moi, je ne connais pas. Pour les paysans. Dans le secteur. Non, le problème, c'est avoir la subvention va dans la poche de qui? Oui, mais moi, je n'ai pas de questions parce que votre présentation était bien claire pour tout ce que vous aviez à nous donner. Mais ce que je veux dire pour vous deux, c'est que moi, j'aime le café. À chaque jour, hein. Chaque jour, ça prend le café. Puis il y en a peut-être d'autres ici que c'est la même chose. Puis, toi qui viens de passer l'hiver ici, tu vois que sans le café, là, ce serait dur de passer à travers. Hein, tu vois. Donc, mais moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est si je n'étais pas venu ici, je n'aurais pas entendu toutes ces choses-là d'Haïti. Et qu'est-ce que j'entendrais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend? C'est bien différent de ce que vous avez présenté. Alors moi, je trouve ça très précieux de savoir qu'il y a des personnes comme vous qui continuent, parce qu'on peut parler, bien entendu, du travail de UPADI, on peut parler de nous là qui est acharné à trouver des solutions, hein, à faire des ronds dans des choses carrées. Là. Je pense que ce serait peut-être ça l'image. Mais même s'il y avait ça, vous êtes là et vous soutenez des centaines et des centaines de personnes. Fait que moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est de dire, hey, achetez le café parce que vous soutenez des personnes là-bas pour qui ça fait la différence. Un seul acheteur qui choisit de prendre ce café-là plutôt que de prendre le café des autres, c'est 1 ou 2 familles qui ont un plus à chaque automne là, ou avant l'école. Donc, moi, c'était surtout vous rendre hommage au-delà de la belle présentation. Je pense que c'est savoir quelque chose. Donc, merci. Juste pour ajouter, c'est vraiment la relève, parce qu'on constate dans l'agriculture haïtienne, on n'a pas une relève des exploitations. Moi, mon père est un membre des coopératives de base. Il est l'un des fondateurs, Cotras est l'un des fondateurs. Michel aussi, son père est l'un des fondateurs des coopératives de base.
Donc, intégrer ICOCAP, regarder comment intégrer des jeunes et des femmes aussi, c'est la raison pour laquelle, comme femme, donc je accepte, juste regarder comment, dans les programmes même, d'intégrer les jeunes et intégrer les femmes, juste pour assurer la relève des exploitations agricoles. Souvent, on constate qu'il y a des exploitations après la mort, bien d'ailleurs, on a une structure qui est en vieillissant, qui est vieillie parce que les gens ne peuvent pas travailler encore, peut-être il y a 40, 50, non, 50, 60 ans. Donc, on fait vraiment la plaidoyer pour nous permettre vraiment, parce que autrefois, lorsqu'on va courtiser une fille, donc lorsqu'on dit je suis un médecin, je suis un agronome, avec plaisir. Mais lorsque vous dites je suis un agriculteur, non. Donc on cherche à valoriser l'agriculture. Bon. Moi, j'ai passé ma vie dans le mouvement coopératif. Là, j'ai travaillé, je suis membre de à peu près 50 co-op, mais en tout cas, j'exagère un peu. Mais j'étais curieuse de savoir comment ça avait débuté, les coopératives, comment les gens avaient choisi cette forme-là d'organisation, en quoi les co-op apportent une plus-value au travail que vous faites. Okay. Donc, le mouvement des coopératives commence à partir de 2000 dans la région. Après, qu'est-ce qu'on dit? Après la chute du Duvalier, est-ce que c'est Duvalier en 86? Donc, ce sont les spéculateurs qui exportent les cafés. Mais 86 après, puisque on m'a dit que les exploitateurs, ce sont des tontons macoutes, ils l'ont laissé à Haïti et les paysans ont commencé à faire ce qu'on appelle la substitution, de retirer les cafés juste pour faire la culture du maïs, le cacao. Mais là, 2000, avec la présence d'un homme qu'on vient d'honorer, c'est David, on a créé une coopérative qui c'est Agents Agricoles. Mais à partir de là, on a une première coopérative qui est CAB. Et ensuite, les coopératives prennent naissance. Et là, puisqu'il n'y a pas, à cette époque-là, il n'y avait pas eu de concurrence, la République dominicaine achète le café d'Haïti. D'ailleurs, le café d'Haïti permettent à la République dominicaine de bonifier son café. Souvent, ils présentent avec l'entreprise Wondouban. C'est la raison pour laquelle dans toute la région, à Tchot aussi, Pédénal, ils mettent des voltigeurs juste pour récupérer, collecter le café d'Haïti, pour présenter ça comme le café de la République dominicaine. Le café maintenant, avec d'autres produits, caoutchouc. Caoutchouc et même... D'ailleurs, oui, la République dominicaine a présenté des échantillons de ces cultures. Donc, on constate qu'il y a vraiment un taux élevé de toxiques par rapport avec comment ils font de la production là-bas. Mais là, en Haïti, on a vraiment des cultures bio à partir des fumiers, des composts qu'on cultive ça en Haïti. Et là, on commence et en 2006, le 8 mars 2006, Agronome David a regroupé les 6 coopératives à l'époque pour former l'ICOCAB. Et ça demande des visites d'échange en République dominicaine, avec Ricocano et autres régions qui ont déjà sans doute un réseau de coopératives. Et en août 2006, on fait le regroupement de ces coopératives et à partir de là, on cherche les marchés pour écouler les produits. Bénéfice, un meilleur prix. Il y a vraiment une structure qui est là pour traiter le café des membres. Parce que là, lorsqu'on apporte le café vers la République dominicaine, soit mouillé, il donne le prix qu'il veut. Deuxièmement, en retour, on peut rencontrer avec des dérobés. C'est ce qu'on appelle dans notre région tiguélé, des voleurs. Et souvent, on a des paysans qu'on a assassinés en retour pour prendre de l'argent. Oui. Et
malheureusement, mais avec le réseau des coopératives, on n'a pas vraiment des distances à parcourir parce que dans la région, dans la localité, on met un centre de traitement juste pour collecter les cafés et on achète des mulets juste pour permettre aux paysans dans la parcelle vers les centres de traitement. Ça vraiment, lorsqu'on est organisé, on est plus fort. Et à partir de là, on a la capacité de négocier. Ce n'est pas les spéculateurs qui négocient pour les paysans, c'est l'administration ou bien un représentant de la coopérative qui négocie pour les paysans. Les membres des coopératives de base donnent un mandat à un représentant pour négocier le prix du café sur le marché international. Donc Jean-Marc Vital participe beaucoup à ce genre d'exercice, Donc c'est la raison pour laquelle actuellement là, on vend le café sur le marché du Japon, Canada et autres sur le marché. Donc c'est vraiment un bénéfice. Et sans la coopérative, soit Atsot, Copcab, soit Abatis, on ne parle plus du café en Haïti. Je m'assume, sans la coopérative. Voilà. Ouais. D'autres questions, n'hésitez pas à profiter de la présence de nos deux amis. Une question, c'est concernant les semences. Est-ce que dans le projet, vous avez une composante pour former les gens à préparer les semences pour assurer la pérennité des activités de plantation après? Oui, dans le projet, on a un conseil technique. On a un conseil technique formé d'agronomes, de jeunes agronomes et de techniciens, juste pour permettre aux gens de préparer les semences. Malheureusement, je ne peux pas dire quelles semences parce qu'on a un problème de sélection variétale. On ne peut pas dire ça c'est typique, ça c'est Katimor, ça c'est autre, mais à partir des constats, même on fait des formations comme on peut récolter ça pour vraiment dire ces variétés, il faut avoir vraiment une analyse dans le laboratoire. On n'est pas encore là, mais puisqu'on constate des variétés qui sont résistantes à la houille, on les forme juste pour montrer comment on peut récolter ça pour faire des semences. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet, surtout dans les forêts, on a environ 9 pépiniéristes. Mais actuellement, on fait, puisqu'on va introduire la culture du cacao dans la zone, on fait une formation avec environ 30-50 personnes, juste pour montrer comment faire ça. Il y a toute une rite de formation là-bas. Ouais. Comment est-ce quel pourcentage des paysans producteurs est-ce que votre coopérative représente? On a 30% des producteurs dans la région et dans la coopérative. Donc ça veut dire qu'il y a 70% des producteurs qui n'ont aucun accès à aucune de ces informations dont vous parlez. Ouais. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour leur donner accès à ça? Ok, parfait. Bonne question. Pour collecter du café dans la coopérative, ça demande un minimum. Quel est ce minimum? Il faut dès le départ, sélectionner le café qu'on apporte dans le centre de collecte. Certains ne peuvent pas vraiment sélectionner du café. Donc, là, il a choisi de ne pas être membre d'une coopérative. Quelle information? Souvent, on est en train de réfléchir comment on peut faire participer, malgré ces gens-là, non pas vraiment au sein de nous, mais ne participent pas ou bien ne sont pas dans les coopératives. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on va distribuer, on donne des plantules aux gens-là, aux paysans-là. Mais, franchement, il faut dire que c'est l'INCA qui est responsable, la filière du café en Haïti. Mais malheureusement, par rapport avec notre financement qui est vraiment limité, on ne peut pas investir, du moins on ne peut pas agir dans les parcelles dans toutes les
paysans dans la communauté. Donc souvent, on a des programmes. Actuellement, là, on va emblaver 30 hectares. On va faire intervention sur 30 hectares, mais alors que dans les réseaux, on a environ 1000 hectares pour les membres. C'est très peu, très minime. Lorsqu'on a un projet, ou bien souvent, souvent par rapport à avec notre partenaire, avec nos partenaires, bien entendu, le financement est vraiment, pas diminué, mais quand même, mais on va sélectionner des membres qui vont participer, sans doute, c'est un problème. Puisqu'on a un dictateur qui dit, qui est mon donc c'est juste pour montrer comment c'est vraiment difficile. Mais dans la distribution des plantules, on a toujours donné des plantules aux gens qui ne sont pas dans les coopératives. Si je peux me permettre, ayant vu sur place comment ça se passe à Baptiste, non seulement les coopératives, 30% c'est quand même beaucoup dans une communauté, mais il faut penser aussi, ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin, c'est le rôle de l'UCOCAB par rapport à tout un développement, non seulement économique, mais social. L'association des femmes, elle a été créée en fait par l'UCOCAB. Ça marche ensemble, la formation, l'éducation, l'alphabétisation. Ouais. L'UCOCAB, avec toutes ses branches, elle est partout, et c'est un facteur extrêmement important. C'est probablement le facteur le plus important de structuration de la communauté. Effectivement. On a diversifié, pour vous ajouter, on a diversifié nos services actuellement. À une époque, c'est la voiture d'ICOCAB dans la région qui considère comme l'ambulance. Voilà. On n'a pas vraiment une caisse populaire dans la région. ICOCAB met une caisse d'épargne et de crédit qu'on appelle CRICES pour un transfert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis et autres. Pour avoir vraiment un transfert, il faut parcourir environ plus que 30 km à mi-balai. ICOCAB met un bureau de transfert qu'on appelle Unitransfert dans la région. Et ainsi de suite. Actuellement, par rapport aux gangs qui sont à mi-balai, il n'y a pas de moyen de communication avec les gens, mais par rapport avec un système d'Internet Starlink à l'ICOCAB, les gens bénéficient d'un moyen de communiquer avec leur famille ailleurs. Donc c'est juste, non seulement ça, avec financement des IPADI, on a une cantine scolaire dans la région, juste pour permettre aux enfants de s'alimenter un peu. Donc c'est bien. Et vraiment, ICOCAB a un impact social dans la communauté. Merci. Donc on a ça, nous sommes Merci. Donc, franchement, je ne sais pas, est-ce que Jean-Christophe va... pour conclure, donc, je vous remercie, franchement, pour votre présence encore. Je suis vraiment, vraiment flatté par votre présence avec des personnalités. Vraiment, je suis honoré par sa présence, donc, par vos présences. Enfin, merci. Respectez les paysans, c'est au capéréti, travail sans camper, pour bonne la nourriture, mais à terre ou pas paix, il pique en livre, on demande de bédou, pour l'évasion de vie, respectez les paysans, c'est au capéréti, travail sans camper, pour bonne la nourriture, mais à terre ou pas paix, il pique en livre, on demande de bédou, pour l'évasion de vie. Moi, yo récolté, cocktail à préparer, c'est clair à clapourer,
canal plat bonne tracé, puis que fouillé planté, et puis mettez filier, si la vie pas tombée, yo pas prier oser, respectez paysans, c'est au capéréti, travail sans camper, pour prendre la nourriture, pied à terre, yo pas fait, et puis quand il fourmi, montez moi le belon, pour l'évasion de vie. Les qui me voient maïs, yo prend 3-4 mois pour moi yo qui m'bonne. Assez vite 10 mois, café à cacao. C'est 3-4-5 l'année, malgré ça yo kembe. Pour yo ba nous manger, respecter paysans. C'est yo capéréti, travailler sans camper. Pour bonne la nourriture, et à terre yo pas peur. Et puis quand il faut, quand on mange un bel pour l'évasion de vie. Quand la vie, on n'est pas assuré, les mauvais temps passés, toujours recommencer, les maladies tombées, on pas qu'à ouais docteur, soit qu'à médecin, soit nos jeunes qu'à pasteur, respecter paysans, c'est au capéréti, travailler sans camper, pour prendre la nourriture, et à terre, on pas peur, et puis quand il faut, on demande un béton pour l'évasion de vie. Des créoles, faut que toujours songer, c'est le qui canne pas, pharmacie garde manger, on se dit femme voyant, avec garçon, qui quand met un chita, pour yon pas nous le son, respecter paysans, c'est au capéréti, travailler sans camper, pour bonne la nourriture, et à terre yon pas peur, et puis quand il faut, on demande un béton, pour l'évasion de vie, respecter paysans, c'est au capéréti, travailler sans camper, pour bonne la nourriture, et à terre yon pas peur, et puis quand il faut, monter mon jambé pour l'évasion de vie, respecter paysans, c'est au capéréti, travailler sans camper, pour bonne la nourriture, et à terre yon pas peur, et puis quand il faut, monter mon jambé pour l'évasion de vie.